Un, 2, 1, 2. 3, pardon. Je suis extrêmement stressée et malade, donc si ma voix est catastrophique, je m'en excuse par avance. Et si vous m'entendez tousser, tout va bien, je ne suis pas au bord du décès, juste je suis en train de me remettre d'une bronchite. Donc merci d'être là. Quelques questions, est-ce qu'il y a des étudiants ici ou des personnes qui sont en reconversion vers le jeu vidéo? Ok. Il y a des personnes qui travaillent déjà dans la production, la gestion de projet? Oh, ok, oh. Ok, la Judgment Squad. Ok. Bon, bah, j'espère que ça sera pertinent pour vous aussi. Comme je l'ai rapidement introduit juste ici, j'ai essayé, c'était très compliqué de faire rentrer en 45 minutes tout ce qu'on peut aborder au sujet d'une roadmap. J'ai essayé de partir d'éléments assez élémentaires, justement pour les personnes qui sont peut-être plus étudiantes ou qui cherchent à se reconvertir vers de la production, avant de parler de quelques notions un petit peu plus complexes qui, j'espère, voilà, satisferont peut-être des personnes qui sont déjà dans la production. Donc on va commencer. Paf, qui est cette personne qui vous parle? C'est bien moi. Tout le monde ne m'a pas reconnu à cause de mon petit avatar, mais je suis vraiment pas photogénique, croyez-moi. Donc chez Kaltoum Weiss, je travaille en tant que producteur à Dontnod, avec 6 ans d'expérience dans la production de jeux vidéo. Mes pronoms c'est Eliel, mais j'y accorde pas tant d'importance tant que vous ne me considérez pas comme un mec cis, ça devrait le faire. Youp. Donc ça, c'est mon petit moment flex. Du coup, c'est les productions sur lesquelles j'ai pu participer. Dans un premier temps, j'ai fait un bref passage vers l'audiovisuel en travaillant sur des productions pour Ciné TV Expérience. Donc ça concerne par exemple Emma, qui était un visual novel principalement sur mobile. Le Cri, qui était une expérience VR à l'époque où la VR, c'était waouh, ça rapportait plein de sous quand on faisait des dossiers. C'était une expérience sur HTC Vive. Et ensuite, Ordessa, qui est une expérience du coup interactive sur tablette. Donc c'était super intéressant, c'était une expérience voilà, dans un milieu audiovisuel qui était beaucoup plus classique, avec des pipelines plus adaptés au cinéma, mais qui essayait du coup d'intégrer de l'interactivité dans leur support. Donc c'était hyper intéressant, challengeant aussi. Le mot challengeant, je vais pas mal l'utiliser. Je vous prie de m'excuser pour les personnes qui n'aiment pas trop ce mot et les anglicismes, il va y en avoir pas mal. Et ensuite, bah bon, voilà, c'est le truc un peu sexy qui claque sur le CV quand on en parle aux gens. J'ai travaillé sur la Fist Range 2, tout d'abord en assistante Loca Nara pour le producteur qui s'occupait de ces chantiers-là, puis après je me suis occupée de la motion capture, des animations et des cinématiques, jusqu'à la fin de la production. Ça a été ma première grosse expérience significative. Ensuite, j'ai travaillé sur Harmony, cette fois-ci avec plein d'autres équipes, parce que le scope le permettait, donc avec des équipes de programmation, des équipes d'audio design, de narrative design, etc. Et ensuite, je suis passée en XPJ, c'est comme ça qu'on appelle à Dontnod, du coup, les départements cross-project qui sont en support. Où là, je m'occupe plus des pipelines, par exemple, de localisation, de la production de l'outil d'écriture ou des outils qui peuvent servir, par exemple, aux outils de scripting, aux outils de rigging, de skinning, qu'on peut utiliser sur toutes nos autres productions. Donc ce petit moment de flex, c'était pas juste pour vous raconter ma vie et mettre des jolies images, même si c'est toujours sympa, c'est surtout pour dire que du coup, j'ai vu pas mal de supports, que ce soit des supports, des consoles différentes, des productions différentes, que ce soit du AA, du triple I ou voilà, des productions carrément indé. Et dans chacune de ces expériences, j'ai dû faire des roadmaps. C'est ce pourquoi on est là aujourd'hui. Mais du coup, on va commencer par définir tout de suite, c'est quoi une roadmap? Alors j'ai sorti la définition Wikipédia, parce que Wikipédia c'est bien, si jamais vous pouvez donner de l'argent à Wikipédia c'est cool, c'est toujours bien de participer. Une roadmap c'est une représentation graphique simplifiée permettant de communiquer et de partager une intention stratégique afin de mobiliser, aligner, coordonner les efforts des parties prenantes pour atteindre un ou plusieurs objectifs. Fin de la conférence. Pardon, je vais rentrer un petit peu plus dans le vide, dans les détails. Déjà, de quelle roadmap on va parler? Parce qu'en fait, les roadmaps, on peut en faire pour tout. On peut en faire pour de la techno, on peut en faire pour un produit, on peut en faire pour du marketing, etc. Et on peut en faire à plein de niveaux du projet. Donc là, c'est du coup, grosso modo, les différents niveaux de planification agile que nous, en tant que prod, on peut être amené à faire. Donc, il va y avoir la planification stratégique, qui, elle, va concerner, par exemple, les choix de l'entreprise, où est-ce qu'on veut se positionner, quel type de produit on veut faire, est-ce qu'on veut être rentable, est-ce qu'on veut vendre l'entreprise, tout simplement, etc. Portfolio, c'est quel type de projet on veut produire. Par exemple, voilà, Telltale, ça peut être très très clair. Voilà, quel type de portfolio ils ont décidé de privilégier, mais voilà, sur quel créneau on veut se mettre, dans quel marché. Ensuite, il y a la roadmap de produit. Donc là, ça va être la roadmap du jeu vidéo en lui-même. La roadmap de release, là, c'est par exemple quand on va vouloir planifier par exemple une démo, on va vouloir planifier une version très précise du coup de ce projet du jeu vidéo en lui-même. Et ensuite, la planification au niveau du sprint et du daily. Bon, là, si on fait des roadmaps à ce niveau-là, généralement, c'est des trucs automatisés, on ne se casse pas la tête à en faire. Et aujourd'hui, du coup, moi, je vais vous parler simplement de la roadmap produit, donc la roadmap du jeu vidéo à l'échelle du coup du projet entier. Donc, le roadmap, ça sert à quoi? C'est pour qui? Pourquoi faire?
Ça sert tout d'abord à informer. Ça va informer plein de personnes différentes. Ça va informer vos stakeholders. Donc ça va être par exemple les gens qui vont mettre de l'argent dans votre projet. Ça va être les investisseurs. Ça peut être simplement la direction de votre studio. Ça peut être du coup aussi les aides régionales si vous en avez, etc. Et ça va leur permettre ça va vous permettre de les informer du coup sur comment est-ce que vous pensez produire votre jeu, dans quel temps et quelle stratégie vous allez mettre en place pour le produire. Ça va également informer vos clients. Si vos clients, ce n'est pas directement ces personnes-là, en fait, simplement, ça va être vos joueurs et vos joueuses pour leur dire, bah voilà, le jeu, on pense le sortir à telle date ou on pense sortir une bêta à telle date. Voilà comment ça va se passer. Et last but not least, ça va informer votre équipe de production sur votre stratégie et comment est-ce que vous pensez sortir ce jeu à la date souhaitée, ce qui est un beau challenge. Ça va servir aussi, bien sûr, à planifier et anticiper. Ça va vous permettre de planifier et anticiper tout ce qui va être les étapes de production, c'est-à-dire à quel moment vous allez planifier votre alpha, à quel moment ça tombe, votre bêta. Donc là, je parle de milestones un peu très macro, mais il y a bien sûr d'autres milestones qui peuvent s'insérer au milieu de celle-ci. Ça va également vous permettre de planifier si par exemple vous avez besoin de faire playtester votre jeu, si vous avez votre roadmap et vous savez à peu près dans quel état sera votre jeu à quel moment, et si jamais ça tombe par exemple avec une date de Gamescom par exemple à laquelle vous allez pouvoir faire une démo ou faire un playtest pour récupérer du feedback, ça peut être super pertinent. Et une roadmap justement, comme c'est une représentation simplifiée de ce temps-là, ça va vous permettre de l'identifier. Et ça va vous permettre de planifier, anticiper bien sûr tout ce qui va être la charge de travail, le staff plan et toutes les choses du coup qui vont dépendre de votre calendrier. Et bien sûr, bon, ça c'est très lié à ce que je viens de dire, ça va vous permettre de vous projeter. Ça va vous permettre de vous projeter du coup que ce soit concernant les différentes releases, à quel moment est-ce que vous allez du coup livrer quelle phase de votre jeu, à quel état de complétion. Ça va vous permettre d'anticiper également les événements, comme je l'ai dit, ça peut être des événements extérieurs comme la Gamescom, des événements internes comme des playtests, comme des reviews, ou des reviews par d'autres personnes de votre studio. Encore une fois, je parle de ma perspective qui là et aujourd'hui est très double là, mais bien sûr, c'est également le cas si vous travaillez sur des productions indépendantes. Et bien sûr, tout simplement, ça va vous permettre aux gens de se projeter et de savoir sur quoi ils vont travailler, dans quel ordre, et après par exemple, leur premier grand chantier, sur quoi ils sont censés passer après. Et ensuite, une roadmap, ça ressemble à quoi ? Ça, c'est un exemple d'une roadmap du coup à destination de joueurs et de joueuses. Donc c'est la roadmap de Rainbow Six Siege. Donc pour cette année, si je dis pas de bêtises, je crois que j'ai pris le screen il y a pas longtemps. Et on remarque du coup tout de suite 4 éléments. Il y a la frise chronologique qui là est extrêmement simplifiée, mais ce qu'on remarque, voilà, c'est qu'il y a une notion de temps du coup qui est horizontale. On a des étapes qui là correspondent à des saisons. Donc chacune est représentée avec une couleur différente. On a des dates de livraison, donc là on en a release de mars 2024, on a une tentative juin 2024, donc des dates qui vont permettre de se projeter, voilà, quand est-ce qu'on va avoir ce contenu. Et on a des catégories de contenu, donc là par exemple opérateur, major features, etc., qui vont correspondre par exemple à personnage, voilà, qu'est-ce qui sort par rapport à quel personnage, qu'est-ce qui sort par rapport aux nouvelles features, etc. Donc là c'est un type de roadmap qu'on peut se retrouver à produire à destination des clients qui va être très simplifié, qui va être assez esthétique et assez minimaliste, mais tout de même qui comporte ces 4 éléments qu'on va retrouver. Ne paniquez pas dans la roadmap d'après, qui est une roadmap de la NASA. Je n'ai pas montré du coup de roadmap de Dontnod par souci de confidentialité, mais vous allez voir, on va s'amuser avec la NASA. Donc là, on est sur une roadmap de la NASA et on va retrouver en fait les 4 mêmes éléments qu'on avait dans la roadmap précédente pour les joueurs, mais juste à des niveaux de complexité différents. On a toujours une frise chronologique en haut, donc là qui fonctionne jusqu'à 2030, c'est bien, ils anticipent, c'est cool. On va avoir des étapes ici qui sont graduées par le Technology Readiness Level, excusez-moi pour l'anglais. On travaille dans une boîte française de jeux vidéo. Du coup, ici, qui sont signifiés par un code couleur, donc ça pourrait correspondre dans le jeu vidéo ici à voilà, du prototype alpha, bêta, en disant que voilà, tout ce qui est vert, c'est ce qui est prêt à être release, donc potentiellement ce qui peut être gold. On a aussi des dates de livraison signifiées par des petits losanges et des chantiers qui sont représentés de façon assez macro, comme on avait de façon précédente. C'est-à-dire on ne va pas détailler très précisément ici, du coup, quelle technologie, quelle tâche, quelle épique précisément sur laquelle on travaille, mais plutôt voilà, quelle est cette méta-tâche, en fait, voilà, pour la représenter de façon beaucoup plus simplifiée sur la roadmap. Donc voilà, bien sûr, je ne vais pas vous rentrer dans les détails, parce que ce serait bien normal de vous en parler, mais on remarque du coup que il y a des incontournables quand on fait une roadmap. Il y a du coup cette frise chronologique, les chantiers qui dans le jeu vidéo vont souvent correspondre par exemple aux personnages, aux features, aux environnements, à des blocs en fait comme ça de production. On a des états de production, donc l'état dans lequel du coup l'objet, s'il est terminé, s'il est produit, s'il est sortable, etc. Donc proto, pré-prod, alpha, bêta, gold, ça c'est une terminologie qu'on a souvent.
Et bien sûr, des dates de livraison. Les dates de livraison, ça va concerner du coup vos dates de voilà, à quel moment vous allez builder votre jeu pour que ce soit le release en live si jamais vous êtes sur un jeu live ou pour le filer à votre éditeur si vous êtes avec un éditeur. Mais ça va être aussi par exemple vos dates en interne de playtest, vos dates de quand est-ce qu'on veut build pour par exemple soumettre à des consoliers ou à l'edge reaching, et bien sûr tous les autres événements que vous pouvez avoir. Quels outils utiliser maintenant qu'on sait à quoi ça ressemble et à ce qu'il faut faire? Si vous êtes sur une roadmap complexe, ça va concerner surtout tout ce qui va être nous, les producteurs et les chargés de projet. On va utiliser des outils comme MS Project et Excel, si on a un petit peu d'argent. Si on n'en a pas, ce sera Google Sheets, et c'est très bien aussi. On va utiliser Asana Instagantt, ça c'est un outil en ligne. Je crois qu'Instagantt, je ne sais pas si c'est toujours le cas, mais qu'on a encore le droit de faire des Gantt gratuits. Je crois que c'est limité à 3, donc n'hésitez pas si jamais vous voulez tester un petit peu. C'est un outil qui est pas mal, enfin je trouve qu'il est assez facile à prendre en main et qui est pas trop mal. Asana, c'est plus le pendant gestion de tâches. Et il y a Jira Confluence. Là, c'est soit on prend sur Marketplace, soit on essaie du coup la toute dernière version de Advanced Roadmap qui s'appelle Plan, parce qu'ils ont décidé de changer les noms parce que c'est pratique, qui vous permet du coup de générer des diagrammes de Gantt à partir de la gestion des tâches que vous faites directement dans Jira. Donc l'avantage en fait de tous ces softs, c'est que ça vous permet de faire des calculs et des automations à partir du coup de la donnée en fait brute, qui est les tâches en fait que vont manipuler vos équipes de développement. Ça vous permet de générer du diagramme de Gantt tout seul, tout beau, tout propre du premier coup, sans avoir vous à faire des formules pour mettre en forme, etc. Et ça permet, voilà, comme je disais, de pouvoir récupérer de la donnée à la source, donc les estimations, si jamais elles bougent, si jamais une tâche est terminée ou pas, etc. Tout va se mettre à jour de façon graduelle et du coup, vous allez pouvoir avoir une représentation qui est de plus en plus à jour. Voilà, l'inconvénient étant que souvent ce sont des usines à gaz et que ce n'est pas très accessible pour les personnes qui ne sont pas spécialisées dans ces outils. Et pour une roadmap plus esthétique, parce que c'est quand même bien, on peut utiliser des outils comme Miro, Mural, Canvas, PowerPoint, Whiteboard, les outils de la suite Adobe. L'avantage, du coup, c'est que voilà, là, vous êtes illimité niveau artisterie, niveau magie artistique. Ce qui n'est pas du tout ma cam. Mais en tout cas, voilà, vous pouvez mettre en forme des trucs super comme vous voulez. C'est très bien pour du one-shot, si vous avez besoin de faire voilà, une belle roadmap à un moment pour convaincre quelqu'un ou voilà, juste pour vos joueurs et vos joueuses une fois tous les 6 mois. C'est très malléable, mais par contre, si c'est vraiment votre outil de suivi de production, là je déconseille un peu parce que c'est très rigide, ça ne prend pas de la donnée du coup à la source, c'est pas automatique et du coup vous allez vous retrouver à passer des heures et des heures à chaque fois qu'il y a besoin de faire une mise à jour. Mais voilà, ça peut rester intéressant pour faire, comme je vous ai montré avant, voilà, une roadmap pour des joueurs ou des joueuses, comme dans le cas de Rainbow Six. Quel prérequis pour une roadmap réaliste? Là, on va commencer à rentrer dans le vif du sujet. Et là, ça va être un petit peu plus tendu. Du coup, il faut un backlog. Et plus votre backlog sera précis, du coup, plus votre roadmap sera précise. Le backlog, surtout, en fait, là, ce qui va être important, ça va être, à défaut d'avoir toutes les tâches définies, parce que c'est jamais possible, c'est au moins d'avoir des chantiers principaux, des épiques, qui sont au moins déjà identifiés, qui sont estimés par vos experts ou par vos leads, et au moins déjà d'avoir cet élément-là, à défaut d'avoir toutes les tâches, etc., juste d'avoir cet élément de façon un peu propre, estimé, ça vous permet déjà de produire une roadmap avec une donnée qui est un peu intéressante. Il faut le calendrier, bien sûr, votre roadmap, il faut une date de fin sur votre timeline, même si c'est difficile d'avoir une date de fin et de l'anticiper quand on est dans le jeu vidéo. Mais il faut quand même. Il faut aussi, bien sûr, voilà, comme je le disais, tous les événements qui peuvent être intéressants avant et qui peuvent être pertinents à anticiper, comme voilà, si jamais il y a une Gamescom ou une Gamecamp ou des événements sur lesquels vous voulez démontrer une version, etc. Ça peut être intéressant de déjà les renseigner dans votre calendrier pour l'anticiper, plutôt que vous retrouver dans le rush de « Oh mais merde, il parle à Gamescom et il n'a pas de build ». Voilà, pardon. Je ne parle pas par expérience, ou peut-être un peu, je ne sais pas. Il vous faut un staff plan, très important, souvent négligé. Le staff plan, c'est qui va le faire. Mais surtout, le staff plan, en fait, ça va être très différent pour votre roadmap. En fait, si par exemple, vous avez 4 artistes pendant 1 an et 2 artistes pendant 3 ans. Et du coup, voilà, tout simplement, ça ne va pas être pareil sur la roadmap. Si vous avez 4 artistes pendant 1 an, du coup, il va falloir terminer toutes vos parties artistiques ou tout ce dont vous avez besoin de la part de vos artistes à ce moment-là. Et si vous n'avez que 2 artistes pendant 3 ans, là, du coup, la production artistique va être beaucoup plus voilà, détendue dans le temps. Voilà.
Ensuite, toujours très important, ça c'est particulièrement le cas si vous travaillez avec un publisher, la liste des livrables et surtout avec leur contenu. Parce que si c'est juste une liste de voilà une liste de jalons, mais qu'elle n'est pas associée à un contenu concret, en fait votre roadmap, ça va pas spécialement vous donner des dépendances pertinentes, quoi. Alors que si par exemple dans le contenu on vous dit là il faut que toutes les voix, si jamais vous avez du recording de voix, soient intégrées, vous savez que vous avez pas mal de pipelines du coup qui doivent avoir été terminés avant et tout le recording qui doit avoir été terminé, donc valider vos dates avec votre studio de recording et tout, etc. Et là tout de suite, ça va être beaucoup plus précis dans votre roadmap que si c'est juste des livrables en mode là il y a M18, milestone 18. Super. Ensuite, toujours très pratique, ça on n'a jamais le temps de le faire en cours de production, mais si vous avez un bouton pour le faire, c'est quand même très cool. C'est la matrice de risque et d'opportunité. On va en parler un peu plus tard dans les slides, parce que plus vous allez être précis et travailler sur ce document, plus justement vous allez pouvoir anticiper tout ce qui va justement faire glisser votre roadmap ou potentiellement créer des glissements. Donc la matrice de risque, ça c'est l'anticipation des risques et les opportunités. Encore une fois, j'insiste un petit peu, mais c'est parce que c'est juste des occasions qu'on peut toujours saisir. Si jamais vous avez une Gamescom et vous dites tiens, ça pourrait être sympa pour récupérer des investisseurs ou récupérer un publisher à ce moment-là, c'est toujours sympa de l'avoir notifié quelque part pour se dire bon voilà, une fois que cette date approche, est-ce qu'on prend l'opportunité ou pas? Et ensuite, très important, ça c'est surtout si vous travaillez dans un studio qui est un petit peu historique ou qui a d'autres productions dans sa manche ou tout simplement vous travaillez avec des personnes quand même qui sont assez expérimentées, tout ce qui est archive et post-mortem des projets précédents ou des précédentes productions auxquelles ont participé les gens, c'est quintessentiel. Parce que si vous avez remarqué un pattern ou si quelqu'un Enfin, souvent, moi, l'image que j'ai, c'est une fois que quelqu'un a dit il y a un trou ici, ça sert à rien de marcher, de se prendre le trou et dire ah mais il y avait un trou. C'est voilà, plutôt. Pardon, c'était un peu cringe la manière dont je l'ai dit. Mais en gros, voilà, c'est juste pas tomber dans les mêmes pièges, c'est anticiper. Et si quelqu'un, par exemple, a déjà produit un jeu dans le même genre de jeu et a rencontré des difficultés sur le moteur avec certaines technologies ou à produire un certain truc, récupérer ce feedback vraiment pour l'anticiper et l'intégrer directement dans votre roadmap. Si vous savez qu'il va vous dire, ça va prendre vachement de temps parce qu'il y a ça qui en dépend. Est-ce qu'on peut agir sur ça, oui ou non? Non, ok. Du coup, on prend du temps dans la roadmap pour ça. Donc très important, ne laissez pas ça mourir dans des il paraît que la légende ou telle personne savait faire ça. Si vous pouvez archiver toutes vos connaissances ou dès que vous clôturez un projet, faites-le. Ça peut être très nécessaire pour les personnes qui vont faire des roadmaps sur les projets suivants. Voilà. Donc là, on va parler des petits pièges à éviter. Maintenant qu'on sait à peu près comment faire une roadmap, ce qu'il faut mettre dedans, de quoi on a besoin pour démarrer, de quels outils on a besoin, a priori, là, ça va. Premier piège, ne faites pas votre roadmap tout seul. Ça, c'est un problème qu'on peut avoir notamment en production. Et il y a pas mal de mèmes sur Internet. Quand j'ai cherché les mèmes pour les roadmaps, il y avait pas mal de trucs. Je vous invite à regarder, d'ailleurs, c'est très rigolo. Ne faites pas votre roadmap tout seul, c'est-à-dire le pire truc, c'est un prod ou un project coordinator qui fait la roadmap pour son équipe ou pour des corps de métier dont il n'est pas issu en plus, tout seul. Donc ce qu'il faut, c'est impliquer vos experts, vos leads et vos directrices le plus tôt possible. C'est des personnes qui vont permettre d'avoir de meilleures projections, c'est-à-dire que vous avez peut-être une estimation là tout de suite parce que vous avez de l'expérience, vous savez qu'une scène, ça va prendre tant de temps à être produite, mais ces personnes vont vous dire, ok, mais cette scène, le problème, c'est qu'elle utilise telle technologie qu'on ne maîtrise pas encore, potentiellement, du coup, ça va prendre tant de temps, ou je vais avoir besoin de ça aussi. Ce qui va vous permettre, du coup, une meilleure anticipation des risques. Meilleure anticipation des risques, c'est aussi une meilleure anticipation des dépendances. Ils vont vous dire, je ne peux pas passer sur cette scène tant que telle personne n'a pas terminé ça. Ça peut être le cas, par exemple, sur les corps de métier en bout de chaîne, comme le sound design ou les VFX, qui vont vous dire, là, j'ai d'abord besoin que les lights aient été faites, ou j'ai besoin que l'animation faciale soit faite, ou que tous les contacts d'animation soient faits. En tout cas, tout ça, c'est des dépendances que seuls vos experts et vos expertes vont pouvoir vous indiquer. Donc, ne faites pas votre roadmap tout seul. Bien sûr aussi, c'est très bien parce que ça va donner un sentiment de valorisation pour ces personnes-là. Et un autre truc qu'on a tendance à avoir, nous, les producteurs, c'est un peu cette image de on a fait la roadmap dans notre coin et de toute manière, la roadmap, personne ne la suit parce que tout le monde s'en fiche et elle n'est pas réaliste. Là, si vous impliquez directement les gens, c'est du coup leur data que vous utilisez et ils vont du coup directement se sortir beaucoup plus impliqués. Et là, du coup, si la roadmap glisse ou si jamais vous devez réviser la roadmap, là, comme les gens participeront, ça sera beaucoup plus actif et vous ne serez pas dans un truc de « s'il te plaît, tu peux m'aider à mettre à jour ?» Ça sent aussi le vécu, pardon.
Et bien sûr, ça va challenger vos biais personnels. Ça, c'est particulièrement le cas si vous avez déjà pas mal d'expérience dans le jeu vidéo et du coup, vous avez déjà des dates en tête pour certaines durées de production. C'est aussi le cas si vous êtes, par exemple, en production, mais que vous avez un background, par exemple, de programmation ou de design, où vous allez avoir tendance justement à avoir certains biais. Par exemple, ah bah ça, je sais que moi, je mettrai tant de temps pour le faire, etc. Bah là, d'avoir justement d'impliquer vos experts, vos leads et directrices, ça va permettre de challenger ça, d'avoir des vraies datas et de ne pas tomber du coup dans ce piège-là de auto-estimer des tâches. Ensuite, quand ça rentre pas, ça rentre pas. La première idée que j'avais pour la slide, c'était Don't put the poussière under the carpet. Et je trouvais ça drôle, et après je me suis rendu compte que c'était pas drôle. Du coup, j'ai mis ça. Pardon, pensée intrusive. Attaquez les problèmes le plus tôt possible. N'embellissez pas votre roadmap, ne mentez pas dans votre roadmap. Ne dites pas non, mais si ça rentre. Non, ne faites pas ça. Vous induisez tout le monde en erreur si vous faites ça. Tout le monde, bon, j'ai listé quelques personnes, donc les clients, donc les joueurs et les joueuses. Enfin, les clients, du coup, ça, c'est les derniers clients, mais ça peut potentiellement être juste votre publisher, les devs, tous les stakeholders, les personnes qui mettent de l'argent dedans. Vous entravez l'anticipation des risques et la recherche de solutions, parce que plus vous dites non, mais tout va bien, moins vous avez de temps après pour réagir une fois que vous vous rendez compte que non, ça ne va pas bien et qu'il fallait réagir tout de suite. Vous perdez la confiance des gens parce que potentiellement vous avez menti au nom de votre équipe de développement pour dire non, mais tout tenait alors que finalement tout ne tient pas et que les personnes après se retrouvent à faire du crunch ou tout simplement à devoir cutter des features auxquelles elles se sont attachées. Et je suis allée trop vite. Et je ne sais plus ce que je voulais dire. Mais en tout cas, voilà, n'embellissez pas votre roadmap, attaquez dès que possible, dès que vous voyez tout simplement que ça ne rentre pas avec les différentes configurations. Et agissez dès que vous pouvez, du coup, sur le fameux triangle de production. Voilà, c'est le truc qu'on met tout le temps à l'école. Donc, qualité, coût, délai. Parfois, on dit chose to, drop one. Donc, on ne peut pas avoir tout à la fois. Dès qu'on tire sur un coin, ça tire sur les autres aussi. Et soyez proactifs, du coup, dans la recherche des solutions. Engagez la discussion. Impliquez les experts dans la discussion. C'est-à-dire que si vous savez, par exemple, que vous n'allez pas pouvoir avoir plus de temps, dites OK, mais du coup, si on embauche une personne en plus, est-ce que ça t'aiderait? Ou alors, si on achète tel outil pour faire ça plus rapidement, est-ce que ça t'aiderait ou pas? Et les experts ou les expertes vont pouvoir vous apporter des solutions. Parce que vous, en tant que prod, souvent, c'est pas toujours le cas, mais si vous êtes comme moi, vous ne maîtrisez pas les corps de métier du coup que vous aidez à gérer. Et vous allez avoir besoin justement de la créativité de ces personnes-là pour trouver des solutions qui satisfassent les gens et qui fassent rentrer le projet et le faire sortir à l'heure. Et si vous cutez sur la qualité, soyez très précis. C'est souvent un gros piège qu'on a dans le jeu vidéo qui mène à beaucoup de crunch. Là, j'ai une slide un peu plus précise sur tout ça. Le cut de la qualité, ça va concerner par exemple le cut de scope. Ça, c'est un truc qu'il faut impérativement, ça paraît un peu bête dit comme ça, mais je le redis, il faut le faire avec les designers, le game director, la game directrice, les créatifs en tout cas. Ce n'est pas une décision qui doit venir du management ou des producteurs. Le truc qui peut venir, c'est par exemple des « ça ne rentre pas, il faut trouver une solution ». Mais la décision du coup de quel contenu à cuter, ça doit être fait vraiment main dans la main avec les personnes créatives. Et surtout, mesurer réellement le gain réel en jour de travail et pour quel corps de métier. Par exemple, une erreur qu'on a un peu tendance à faire, c'est se dire tiens, on va cuter du contenu, donc paf, on va cuter cette scène-là. Mais par exemple, si on cut cette scène-là, est-ce que ça cut vraiment en fait du temps pour les personnes qui avaient besoin de temps? Si par exemple, je dis n'importe quoi, mais on cut une scène qui était une cinématique, ça ne cut potentiellement pas de temps pour l'environnement parce que l'environnement était déjà produit et sert déjà dans d'autres scènes. Ça va faire gagner du temps aux caméras artistes qui auront plus besoin de filmer ça, aux animateurs artistes, aux sound designers potentiellement, etc. Mais si la personne qui avait besoin de temps, c'était le game designer et l'environ artiste, du coup, est-ce que c'était vraiment le contenu à cutter? Donc voilà, conseil, mesurez réellement en fait le cut. Si ça vous permet vraiment de faire gagner du temps, ça va faire gagner du temps à quel corps de métier avant de le faire? Et bien sûr, dès que possible, appuyez vos choix des résultats de playtest. Il ne s'agit pas, bien sûr, de cuter les scènes préférées de vos joueurs et de vos joueuses. Mais plutôt le contenu qui, de base, qui apporte pas énormément de valeur au produit. Donc ça, c'était concernant le cut de scope. Ensuite, le cut de qualité artistique. Ça, c'est un truc qu'on a tendance à beaucoup voir. Définissez-le et quantifiez précisément. C'est-à-dire, il ne faut pas juste se dire « c'est pas grave, on ne polichera pas les animations, ou on ne polichera pas ça, ou les textures, c'est pas grave. » Discutons bien avec les créatifs et les créatives en amont. Ça va créer beaucoup de frustration parce que vous leur demandez en fait tout simplement de ne pas faire leur travail en entier.
Donc c'est important de définir jusqu'où, en fait, est-ce qu'on dit que c'est un cut de qualité. Est-ce que ça veut dire, OK, on ne polish pas, par exemple, toutes les mains sur ces scènes d'animation? Est-ce que ça veut dire on ne fait pas le facial sur toutes ces scènes-là? Est-ce que oui ou non, c'est acceptable? Est-ce que ça fait gagner du temps? Encore une fois, c'est toujours quantifié, appuyé avec des chiffres le plus possible, surtout quand ça tend à être très subjectif comme ça. Et voilà, ce que je suggérais, c'est que c'est souvent très mal accepté de la part des artistes, d'où le fait que ça a besoin vraiment d'être chiffré et discuté avec les personnes concernées. Et ensuite, vous allez avoir le cut de qualité fonctionnelle. Ça, c'est pareil, quelque chose qu'on peut se retrouver à faire quand on est vraiment dans le rush. C'est dégueulasse, hein, ça génère de la dette technique. Ça peut impacter les soumissions car ça augmente le nombre de bugs. Quand je parle de soumissions, je ne parle pas simplement des soumissions pour les consoliers, mais simplement pour l'edge rating. Parce qu'on peut se faire refuser un edge rating si le contenu du jeu est considéré comme trop hellsoder ou trop buggé. Et si pas d'edge rating, pas de sortie physique ou pas de sortie sur console, ce qui est un peu con. Et ça peut générer du crunch imprévu à la dernière minute pour vos équipes de programmation et vos équipes QA, du coup, parce que potentiellement, vous allez vous retrouver avec des bugs qui sont en fait TRC ou simplement voilà, des features qui sont vraiment trop imbitables ou trop dégueulasses. Donc ça, c'est tous les différents cuts niveau qualitatif qu'on peut se retrouver à faire. Ma guideline, bien sûr, c'est encore une fois, comme je vous l'ai dit, c'est chiffrer le plus possible, regardez si ça fait vraiment gagner du temps, discutez-en vraiment avec les gens, c'est pas une décision à prendre juste entre managers et entre producteurs. Et soyez très vigilants là-dessus, parce que souvent, voilà, c'est des pièges, c'est des raccourcis qu'on a tendance à faire quand on est un peu dans le rush sur la fin, mais essayez de garder la tête froide et de faire ça de façon intelligente. C'est facile à dire. Ensuite, pour votre roadmap, un grand mème très connu du coup de la roadmap et de pourquoi plein de gens n'y croient pas à la roadmap, c'est que quand on l'a fait, on a tendance à la trouver outdated en très peu de temps. C'est pour ça qu'il vous faut absolument rester au niveau dans votre roadmap projet, surtout voilà, quand on n'est pas sur une roadmap de release, mais vraiment sur un projet entier. Certains projets peuvent durer vraiment plusieurs années. Donc facilitez-vous pour vous aussi l'itération et tous les changements que vous allez avoir. Donc renseignez des chantiers et des épiques plutôt que des tâches ou des stories. Renseigner des trimestres, des mois, mais encore même des mois, ça se discute, plutôt que des semaines ou au pire des jours. Là, les jours, c'est vraiment, vous êtes sûr qu'en fait, votre roadmap sera updaté le lendemain presque. Et préférez des outils qui peuvent automatiser tout ce qui va être du coup les tâches un petit peu redondantes ou la mise à jour du graphique, la mise à jour de votre diagramme de Gantt, par exemple. Vraiment, facilitez-vous le travail pour vous aussi en tant que producteur. Ensuite, le paradoxe des roadmaps. Pourquoi ça bouge tout le temps ? Ça, pareil, c'est un truc qu'on voit à chaque conf de producteurs parce qu'on n'est pas très originaux, mais qu'on aime bien, du coup, rebalancer les mêmes graphes. C'est le cone of uncertainty, donc qui montre, du coup, à quel point, au tout début d'un projet, on est toujours dans un niveau d'incertitude et on est dans l'incapacité, en fait, de faire des estimations précises. Plus on est tôt, moins on sait de choses sur le projet, les technos qu'on va utiliser, comment on va procéder. Et du coup, moins on sera précis, plus les estimations seront à côté de la plaque. Donc je crois que c'est du 40% qu'on met traditionnellement ici. Mais ce qui est cool avec les méthodes agiles, c'est que du coup, on itère régulièrement. Donc on peut révisionner du coup à chaque sprint, du coup, qu'est-ce que ça a donné, nos estimations, est-ce qu'on est à côté de la plaque, oui ou non, etc. Et ça va être pareil pour votre roadmap en fait. Donc déjà, votre roadmap, comment faire une roadmap réaliste ici ? Déjà, vous ne pouvez pas. Vous pouvez faire pas mal d'anticipation, vous pouvez mettre en place pas mal de mécanismes, j'espère qu'ils vous serviront dans cette conf. Mais voilà, tout simplement, votre roadmap ici, bien sûr qu'elle ne reflètera jamais la roadmap réelle que vous allez parcourir. Donc déjà, ça c'est quelque chose à savoir pour ne pas se mettre la pression et pour ne pas hésiter en fait simplement à se dire, c'est pas grave, je vais quand même faire l'exercice de planification et de représentation, même si voilà, je vais le updater de toute manière à la fin du sprint. D'où le fait qu'il ne faut pas tomber dans des outils trop micro, dans la gestion trop précise qui prend des plombes à mettre à jour, parce que là, vraiment, c'est se tirer une balle dans le pied et plus personne n'a envie de mettre à jour quoi que ce soit, ce qui est compréhensible. Donc voilà, ça pour dire, bien sûr qu'au début, votre map ne sera pas précise, mais plus vous allez du coup progresser dans les sprints et plus vous allez pouvoir itérer dessus et atteindre quelque chose qui va être de plus en plus précis. Un réflexe du coup qu'on a tendance à faire, c'est de simplement rajouter des buffers. Et là, ça dépend des prods. Il y en a qui sont partisans ou partisanes du 25%, d'autres du 50%, du 33%. Il y en a, c'est du 100%, 200%. J'en ai connu. La question, c'est du coup, quel buffer on met. Donc le buffer, pour celles et ceux qui ne verraient pas, c'est le petit temps qu'on rajoute en plus de l'estimation initiale pour se dire, OK, on se réserve un temps de potentiellement des bugs ou de, on a mal anticipé certaines choses, on a rencontré des soucis. Donc la tâche va prendre toujours un peu plus de temps.
Moi, mon conseil, c'est rechallenger régulièrement vos buffers, en fait. Ne restez pas sur un buffer pendant toute la production, c'est soyez empirique. Essayez le plus souvent possible de récupérer de la data directement depuis vos équipes et de leur chantier. C'est-à-dire potentiellement, vous allez vous retrouver avec une équipe qui va avoir un lead qui fait des grosses estimations et au final qui arrive à livrer le temps ou à faire livrer le temps à faire livrer les tâches par son équipe dans les temps ou alors un petit peu plus tôt. Notez-le. Et à l'inverse, vous allez peut-être avoir une autre équipe avec un lead qui travaille par exemple sur une technologie qui est très peu maîtrisée et qui du coup, logiquement, va faire des sous-estimations de tâches et va prendre par exemple 50%, 75% de temps en plus. Potentiellement un temps qui du coup, comme on l'a vu dans le code d'uncertainty, va du coup baisser petit à petit au fur et à mesure qu'ils vont être familiers et familières avec du coup cette technologie. Donc voilà, adaptez, moi c'est mon conseil, vos buffers à vos équipes. Toutes les équipes ne travaillent pas à la même vitesse, ne travaillent pas du tout avec les mêmes technologies, avec les mêmes, livrent pas les choses dans le même état de qualité. Donc voilà, essayez plutôt que d'avoir un seul buffer, même si au début c'est très pratique pour juste se dire allez hop on rajoute 33%, mais dès que vous commencez à avoir un peu de data et vous pouvez en récolter assez tôt, rien que pendant vos protos, pendant votre pré-prod, vous pouvez commencer à en avoir. Même si elle n'est pas précise, et bien sûr elle ne reflète pas ce que vous allez avoir de la production, mais ça reste une data qui vient de vos équipes plutôt qu'une data complètement arbitraire qui sort de nulle part. Donc c'est mon petit conseil. Et bien sûr, quand vous préparez vos buffers ou tout simplement vos estimations de tâches, n'oubliez pas, ne négligez pas les temps de review et de validation, notamment plus une scène ou une mécanique va être importante, considérée comme une USP ou comme un money shot pour le jeu, plus du coup le temps de review et de validation va être un peu plus élevé. Donc là, vous pouvez par exemple avoir des petits buffers spécifiques aussi en fonction du coup de l'importance de la scène, parce que vous savez que côté game direction, ça va vouloir itérer un petit peu plus, etc. quoi. Donc voilà, c'était le petit aparté sur les buffers et aussi investiguer avant d'accepter. Ça, c'est un truc qu'on a mis en place surtout à Dontnod côté département technologie et tools. C'est le fait de se renseigner des tâches de comment est-ce qu'on va faire ce chantier. C'est-à-dire, par exemple, on a une demande du coup, qui nous provient des projets, qui nous dit, tiens, on a besoin d'un outil qui fasse ça. Au lieu d'accepter tout de suite, on va se dire, OK, qu'est-ce que ça signifie pour nous? Et on va du coup donner une tâche à quelqu'un au cours du sprint pour dire, voilà, projette-toi à peu près pendant 1 jour ou 2 jours, tu penses comment est-ce que tu pourrais faire ça? Du coup, la personne va se renseigner, va regarder un petit peu ce qui se fait déjà ailleurs, ce qui existe par rapport aux technos qu'on a, et comment, du coup, elle pourrait arriver à développer la feature qui est demandée ou l'outil qui est demandé. Et là, on va pouvoir avoir une première estimation. Et parfois, on va se trouver dans des cas de c'est vachement compliqué, il va me falloir en fait une autre personne pour m'aider, ou alors il va me falloir une formation, donc donc dépenser des sous pour me former à tel outil ou pour récupérer une formation de telle personne. Et tout ça, ça va vous permettre en fait, pareil, d'anticiper vos buffers du coup dans vos tâches. Plutôt que vous trouver devant le fait accompli, vous dire en fait, je comprends pas rien du tout à cette technologie, du coup, je sais pas quand est-ce que je vais avoir fini. Donc voilà, pratique si jamais vous pouvez rajouter ces petites tâches d'investigation avant de même mapper en fait toutes ces tâches. Ça, c'est un petit cadeau pour les prods qui ont un petit kink sur ça. PERT, c'est une méthode de production que personnellement, j'ai jamais réussi à mettre en place en conditions réelles de production. C'est très intéressant, ça permet d'identifier tout ce qui va être le chemin critique. Et il y a une formule du coup qui a été suggérée par la personne qui a créé cette méthode, qui est votre estimation, ce sera en fait votre temps optimiste plus 4 fois votre temps estimé, plus le temps pessimiste divisé par 6. Désolée, je vous balance ça juste un petit peu comme ça, mais si jamais des personnes dont c'est le kink, c'est cadeau. Il y a des personnes, hein, faites pas genre. Ensuite, la mitigation des risques. Pour prévoir l'imprévu, dater et maîtriser l'inconnu. C'est sexy dit comme ça. La réalité, c'est que la matrice de risque, ça ressemble à ça. On a rarement le temps de la mettre à jour en contexte de production. C'est quand même un document qui est très pratique. C'est un grand allié du coup de votre roadmap. Un conseil que je fais quand même, c'est si possible, à chaque fois que vous révisez votre roadmap, révisez également vos risques, révisez du coup leurs probabilités. Si jamais vous avez une bonne surprise, certains risques en fait ont complètement disparu parce que vous avez réussi à bridge the gap. Ça va vous permettre également de chiffrer et mettre en place des actions de mitigation et d'évitement. Et bien sûr, ça va vous permettre d'anticiper vos buffers. C'est-à-dire que si vous savez que vous avez un risque, par exemple, très probable qu'une feature déborde ou demande beaucoup plus de développement ou demande un gros temps de QA en plus, en fait, si vous le savez dès votre matrice de risque, anticipez-le direct et mettez-le dans votre buffer ou mieux dans votre estimation de tâches et agissez directement dessus. Promis, je ne meurs pas.
Ensuite, attention, là on rentre dans les trucs un petit peu plus complexes, mais que je trouve très sexy. Désolée si les images sont floues, c'est pas ma faute. J'ai demandé à la NASA si on pouvait les avoir en version plus nette, ils m'ont pas encore répondu. Je ne sais pas s'ils me répondront un jour. En tout cas, ça c'est des petits graphes, enfin c'est un graphe du coup qui a été produit par la NASA pour leur Human Research Roadmap. Je vous suggère vivement d'aller regarder sur Internet, c'est extrêmement bien documenté, c'est extrêmement intéressant. Ce qui est pertinent en fait là-dedans, c'est que justement tout ce qui est cette mitigation des risques qui a tendance à être quelque chose je vais y arriver. Pardon, parce que j'ai regardé le temps et le temps, c'est pas le même ici. Et du coup, je suis en train de me dire, mais quel est le temps réel? Le temps, de toute manière, n'est qu'une notion. Non, c'est bon, je suis bien. Je suis bien, pardon. Du coup, ce qui est bien, c'est qu'en fait, il suggère un véritable schéma d'action par rapport au risque, plutôt que juste, on sait que ce risque il existe, on va continuer de regarder, c'est tout, et on ne sait pas ce qui va se passer après. Donc, voici leur cheminement d'action. Le premier truc, c'est d'abord... Yes, une évidence, c'est-à-dire la preuve que le risque existe ou il était rencontré dans un cadre ou une mission. Là, ce qui va être pertinent, en fait, c'est que la NASA, dans leur cas, ils vont produire un véritable document qui montre que le risque est légitime. Et ça va te permettre en fait justement de dissocier tout ce qui va être en fait les a priori par exemple humains ou les craintes juste de mais j'ai peur qu'il se passe ça, tout ce qui va être anxiété mais non renseigné. Donc là par exemple ça va être voilà, il s'est passé ça dans tel contexte sur telle autre mission ou dans tel autre projet, ce qui crée un risque que du coup quelque chose se passe. On va voir le risque ensuite, ça va être la fiche du risque en elle-même. Donc là, c'est généralement ce qu'on a dans une colonne Excel, avec du coup sa probabilité, son impact et l'ETA de mitigation souhaitée. Par exemple, un des cas qu'on peut regarder sur le site, c'est celui de risque de calcul rénaux dans l'espace. Autant pour si c'est une mission sur l'ISS, dans le pire des cas, ils font revenir les personnes sur Terre, mais si c'est une mission sur Mars, c'est un peu moins facile. Donc ça peut être une ETA tout simplement de mitigation. On se dit là, il faut vraiment qu'on ait résolu la question en fait, ou qu'on ait au moins baissé la probabilité ou l'impact du coup des calculs rénaux dans l'espace. Ensuite, on va voir le gap. Ça, pareil, c'est une notion qui est super intelligente et qui, je pense, mériterait d'être un peu plus utilisée dans le jeu vidéo. C'est le gap in knowledge, c'est-à-dire qu'est-ce qui empêche de baisser le risque tout de suite ou de le mesurer précisément. Donc là, par exemple, ça va être on ne connaît pas cette techno ou alors on ne sait pas du tout si cette scène, elle passe sur Switch ou pas. Et là, du coup, ce qu'on va faire, c'est créer des tâches à partir de ce gap pour dire, OK, mais comment est-ce qu'on peut du coup acquérir cette connaissance? Et là, par exemple, ça va être, on va faire un gros stress test, on va tout foutre sur Switch, on va regarder comment ça se comporte. Pardon pour la Switch d'ailleurs, mais... donc voilà, la tâche. Et ensuite, on va avoir les délivrables. Donc ça va être par exemple, du coup, OK, on a mitigé ce risque, on a fait des tâches. Maintenant, en fait, surtout, qu'est-ce qu'on fait après ça? OK, on a des nouveaux standards, par exemple, des nouveaux requirements, c'est-à-dire maintenant, on fera plus ça comme ça, il faudra toujours que ce soit fait comme ça. Souvent, dans le cas de la production de jeux vidéo, ça va être, voilà, maintenant, les artistes, vous calmez sur les triangles, vous en faites tant et tout, etc. Pardon, les artistes, il y en a dans la salle. Ou alors, maintenant, voilà, on se cantonne à tant de choses, etc. Ou alors, tout simplement, hop, on intègre tel nouveau plugin qui nous permettra de maîtriser ça. En tout cas, moi, j'ai trouvé ça super pertinent. Et surtout, attention, là, ça va piquer parce que vraiment, l'image est vraiment de mauvaise qualité. Mais ça va parler à tous ceux qui ont un kink sur la roadmap. On peut roadmapper les risques. Voilà. Voilà, c'est très très moche, mais encore une fois, je vous invite à regarder le site parce que du coup, ça permet de véritablement mettre des tâches, des temps, des deadlines pour anticiper ces choses qui d'habitude sont très flottantes et qui peuvent avoir des gros impacts sur la production. Et je trouve que c'est vraiment une très bonne méthodologie qu'il faut avoir, à défaut d'avoir de la façon aussi précise que la NASA, avec vraiment des documents pour chaque chose, mais au moins une réflexion à avoir quand on construit une roadmap, se dire, OK, il y a un risque, je vais agir tout de suite dessus, ou voilà, je vais comprendre pourquoi il y a ce risque, où sont les gaps de knowledge, est-ce qu'on va y répondre au cours de notre production, oui ou non. Et voilà, c'est très très flou. Encore une fois, si la NASA m'envoie une version plus propre, je vous le dirai. Et pour résumer, votre roadmap doit être flexible, facile à updater, elle sera imprécise au début, c'est normal. Consultez vos experts et vos expertes et les archives des autres projets, autant pas marcher dans un trou quand on sait qu'il y en a un. Challengez vos propres biais, chiffrez la réalité, ne mettez pas la poussière sur le tapis et soyez agile.
Merci. J'ai toussé qu'une fois, je suis satisfaite de moi. Est-ce qu'il y a des questions? Tout était parfaitement clair. Ah, une question ici. Merci pour la présentation. Simplement, quelle différence tu ferais entre la construction de roadmap en pré-prod et en production? Pas tant que ça. J'irais juste qu'en production, tu auras des données vachement plus empiriques. Tu pourras vraiment beaucoup plus itérer dessus. Comme je disais, sur les buffers, les estimations, les dates, les releases, etc. Tout ça, ça va nourrir ta roadmap et ce sera d'autant plus précis. En pré-production, tu seras plus sur de la projection, du coup, sur certaines choses. Donc, ce sera moins précis. Mais après, en termes d'outils, je pense que c'est à peu près la même chose en termes de documents. Je ne sais pas si ça répond à ta question. Ou si tu avais une autre idée précise. C'est juste qu'effectivement, là, quand tu seras sur une roadmap en pré-production, non, en pré-production, tu as déjà commencé au moins... Enfin, la pré-production, souvent, on la couronne de la vertical slice. Du coup, c'est à ce moment-là où tu vas commencer à avoir des datas où là, tu dis, bah voilà, on fait le jeu, on produit cette vertical slice le plus souvent possible en conditions réalistes. Là, tu vas avoir des datas intéressantes, mais du coup, effectivement, tant que tu n'as pas atteint ça, ça sera vraiment du travail sur l'estimation, travail sur ta relation aussi aux équipes, aux outils que vous ne maîtrisez peut-être pas encore, etc. Donc, ce sera beaucoup plus de travail justement sur la mitigation des risques, des opportunités et des inconnus, plutôt que voilà, on sait comment faire ça, on va tout bien quantiser en 2 secondes et voilà quoi. Donc, ce sera vraiment beaucoup plus de travail sur tout ce qui est estimation, compréhension des pipelines, mise à jour des pipelines aussi. En pré-production, on n'a pas encore tous nos pipelines de terminés. Donc forcément, on ne sait pas encore toutes les séquences d'actions précises. Par exemple, pour produire une scène, on ne sait pas encore forcément comment on va faire notre facial ou comment on va, à quel moment vont pouvoir arriver nos sound designers, etc. quoi. Donc là, voilà, ça va plus être de l'estimation et du travail avec les gens que de la donnée empirique. Mais après, ça reste un peu le même exercice. Salut, merci pour ta conf, c'était vraiment super. Et puis, par rapport à ta slide sur les risques, j'ai une petite question. Moi, j'ai tendance à tout partager avec tout le monde. En tout cas, les documents sont accessibles. Que l'équipe les regarde ou pas, ils savent que c'est là. Les risques, c'est quelque chose qui, nous, en tant que producteurs, nous fait paniquer parfois. C'est quoi ta position sur partage de ça avec l'équipe? Est-ce que tu as une bonne expérience en disant, voilà, est-ce que tu as l'impression que c'est une responsabilité partagée? Ou est-ce que c'est plutôt notre fardeau, notre malédiction, je vais dire, de le garder pour nous et de faire tout ce que tu disais en termes de mitigation pour que l'équipe ne le vive pas aussi mal que nous? Ouais, c'est une très bonne question. C'est pas facile du tout. Moi, pareil, j'ai une philosophie où j'essaie que tout soit transparent le plus possible. J'ai pas le temps ni l'énergie pour cacher des choses à des gens et les empêcher de réagir tout de suite. Souvent, je te dirais, privilégie quand même tout ce qui va être tes leads, parce que du coup, c'est des personnes qui normalement sont plus managées justement au management et qui sont en contact directement avec les équipes concernées, donc ils vont pouvoir justement réagir si jamais, ou faire un peu de temporisation si justement ils ont une équipe, des fois c'est comme ça, il y a des gens qui paniquent, qui sont réticents au changement ou qui ont peur de tout et qui du coup qui tombent en tombant sur un document comme ça de risque, on se projette sur des scénarios extrêmement pessimistes, peuvent paniquer. Donc je dirais plutôt au moins à défaut, toujours le partager un petit peu avec les leads, parce qu'effectivement c'est aussi quelque chose de partagé, c'est-à-dire les solutions on ne va pas les trouver tout seul en tant que prod, c'est aussi les leads qui vont nous apporter des choses créatives ou des choses qui sont liées à leurs outils, à leurs process, pour nous dire tiens, ça aussi je sais comment faire autrement, on n'a pas besoin de faire ça comme ça et du coup ça nous ferait gagner du temps ou ça nous permettrait ça. Donc je dirais au moins un minima les leads. Mais là encore une fois je parle dans le cadre d'une structure un peu AA où on peut se permettre d'avoir des leads et des niveaux de hiérarchie différents. Et sinon, après, c'est un peu une question de feeling. Ça dépend un peu de l'équipe. Je pense qu'aussi, c'est une question qui se pose. C'est est-ce que tu veux regarder mon document de risque qui fait peur, mais t'inquiète pas, c'est mon taf. Et je pense qu'il y a des gens, clairement, qui vont dire non, j'ai pas envie de le voir. Voilà.
Bonjour, merci pour ta présentation. J'ai une question, je vais essayer de la formuler correctement. En fait, c'est une roadmap qui va être un petit peu une guideline et puis ça va te permettre de voir le fil conducteur et de nous aider, même nous, que ce soit production ou management au quotidien. Par contre, est-ce que tu as déjà été confronté à des membres d'équipe qui ont pu prendre ça comme des deadlines? Et du coup, avec tout ce que ça implique de charge mentale et dans tout ce qui est agile, etc., comment tu fais pour... déjà, est-ce que tu peux le détecter et comment tu peux faire pour aider ces personnes-là pour qu'on reste dans une bienveillance et dans un truc agile? Comment tu l'adaptes, quoi? Ouais. Encore une fois, j'ai ma carte un peu joker à Dontnod, c'est j'ai mes leads. C'est qu'on partage la roadmap, on partage les deadlines, on partage les estimations ensemble. Les équipes, de toute manière, normalement, vont regarder la roadmap pour avoir une idée globalement du déroulement des projets, mais au quotidien, vont travailler surtout avec leur Kanban, donc avec j'ai combien de tâches pour ce sprint. Normalement, justement, en plus, c'est des estimations, enfin, en tout cas, les estimations des tâches, moi, j'essaie le plus souvent qu'elles viennent justement des personnes qui développent, des personnes qui vont faire. Comme ça, ils n'ont pas la pression de c'est mon lead ou c'est ma prod qui en plus connaît rien à ça, qui m'a dit de faire ça dans tel temps, etc. Donc généralement, de toute manière, déjà, ils sont à ce niveau de gestion du planning, donc le niveau qu'on avait, je ne vais pas remettre toute la slide d'avant parce que je vais me perdre, je me connais, mais en tout cas, ils sont dans le niveau plus bas du coup de la gestion des tâches plus au quotidien. Et après, effectivement, tu as toujours le risque d'une roadmap. La roadmap, souvent, on a notre équipe technologie, je leur fais des gros bisous à Dontnod, qui ont fait, il n'y a pas longtemps, une présentation de la roadmap, justement, à destination des autres personnes qui sont sur les projets, pour leur montrer comment on lisait une roadmap, comment il fallait prendre, du coup, les dates qui étaient affichées, etc. Je pense qu'il y a aussi une forme de pédagogie quand on présente ce genre de document qui, en plus, voilà, fait un peu peur. C'est c'est le plan du projet, comment on va le livrer, la gold à tel moment et tout, etc. Je pense qu'effectivement, rien que le fait de dire c'est normal que la roadmap en pré-prod, elle bouge. Il y a plein de gens qui sont choqués en mode la roadmap, elle bouge tout le temps. Je dis ouais, c'est vachement vivant un projet quand même, surtout des projets artistiques comme les nôtres. Et surtout à des stades de production, où on est vraiment dans l'incertitude. Donc, pour répondre plus simplement, s'appuyer sur les leads aussi pour justement évangéliser, expliquer la roadmap, c'est quoi comme objet, etc. Pas mal de pédagogie avec les gens. Et bien sûr, si elles ont des questions ou des craintes, qu'ils viennent nous voir et on en discute entre nous. Et de toute manière, à ce moment, tout est censé être clair, j'espère, à leur niveau, dans leur Kanban au quotidien, quoi. Ça répond à la question. Est-ce qu'il y a une autre question pour la fin? Très bien. Merci beaucoup de m'avoir écouté. J'espère que ça a été utile.